bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous avoir retrouvés ce soir pour ce format un peu particulier de Grand Oral Sciences Po Sud-Ouest, puisqu'on s'inscrit dans le cadre des Tribunes de la Presse, 13e édition. C'est la manifestation qui est actuellement en cours à Bordeaux en plusieurs lieux pour réfléchir à l'état du monde. Et la thématique de cette année, ce sont les passions. Alors ceux qui sont passés par le hall ont vu que les passions étaient assez vives actuellement. Il y a quelques sujets mais qui suscitent précisément ces passions. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une passion politique, dirons-nous, avec Alain Rousset. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Voilà, un échange. Alors, vous connaissez le principe. Hein, ce sont les étudiants qui ont travaillé, qui vont opérer Alain Rousset. L'opérer, ce ne sera pas très douloureux. Peut-être que ça le sera sur certaines questions. Ils ont été préparés ils sont préparés tout seuls d'abord, mais ils ont été cornaqués, je ne sais pas comment le dire, enfin accompagnés par Mazarine Pinjot, qu'on salue, qui est ici avec nous ce soir. Qu'on salue. Alors voilà, Alain Rousset, on va essayer d'ausculter cette passion qui vous anime, parce que quand on est inscrit dans le champ politique depuis un certain nombre d'années, on doit bien avoir foi en quelque chose. On va essayer de comprendre les ressorts de cette foi. Alors, je ne vais pas faire votre CV parce que, sans injure, il est quand même assez long. Vous êtes président de la région, vous associez à la région. Vous avez été élu pour la première fois en 98 à la tête de la région Aquitaine. 2016, crise de croissance, une belle croissance de cette région. Vous êtes devenu là président de la Nouvelle-Aquitaine, qui est la plus grande région de France aujourd'hui, qui est grande comme l'Autriche. C'est un véritable petit pays. Avant ça, évidemment, vous avez une autre vie politique qui vous a conduit à Pessac, un mandat qui, je crois, vous a passionné. Vous avez été parlementaire. Vous avez également présidé la CUB, qui était l'ancêtre de la métropole. Bref, plusieurs décennies qui sont faites ponctuées de victoires, évidemment, de défaites, parfois, peut-être qu'on va en évoquer quelques-unes, et d'interrogations sur certains de vos choix. On les évoquera. On pense à une candidature à Bordeaux qui interroge. On pense à un choix volontaire ou subi de ne pas partir à Paris, monter à Paris, comme on dit dans nos provinces. Cette carrière ministérielle, il y a d'autres interrogations. Votre fidélité, en dépit de tout, au Parti socialiste, vous qui aimez tant l'entreprise, vous qui vous présentez comme un pragmatique. Bref, on va évoquer tout ça. Comment se forment au pouvoir les hommes qui ont compté, les gens que vous avez croisés. Est-ce que le pouvoir déforme? Bref, on va essayer de comprendre quel feu vous anime, Alain Rousset. Et nos étudiants, alors la formule n'est peut-être pas très heureuse, vont essayer de vous ouvrir le moteur et voir à quoi vous turbinez, Alain Rousset. On le verra. Alors, hein, voilà, ce sont des jeunes médecins qui vont vous ausculter. Alors évidemment, on est à Sciences Po. L'entretien va se dérouler en 3 parties, ça ne vous surprendra pas. Et on va commencer cette première... Deux parties. Voilà. Ah non, on n'est pas normal sup là. Eh bien, ce sera 3 parties. Nous aurons 3 parties aujourd'hui. Voilà. Et cette première partie, elle vous concerne. C'est votre parcours et votre parcours personnel et politique, Alain Rousset. Et je donne tout de suite la parole à Zoé Pougetou. Je ne me trompe pas. Zoé, à toi la balle. Alors bonjour, merci pour votre présence. Première question, tout d'abord, votre famille a été active pendant la Résistance et s'est rapprochée du gaullisme. Alors une première question, comment devient-on socialiste avec cet héritage? C'est pas mal. D'abord, je suis très heureux d'être ici, si vous permettez. C'est pas la première fois que je fais un grand oral. D'abord, je retrouve Sciences Po. Vous savez que j'ai un attachement particulier à Sciences Po Bordeaux, même si j'ai fait Sciences Po Paris, mais parce que je pense qu'il y a dans cette formation quelque chose qui concerne le devenir de nos territoires, de nos entreprises, du pays en général. Alors, moi je suis né en 51. Donc, on est tout de suite après la guerre. Mes parents sont ouvriers, mais plus ou moins à l'époque, tout le monde est gaulliste, surtout quand on a fait de la résistance. Et ce lieu des Monts du Lyonnais où je suis né est un lieu d'où émanaient plusieurs
groupe de maquisards. Et puis on baigne, quand on est gamin, dans les souvenirs. Donc quelque part, vous êtes inoculé à la fois par les engagements du Conseil national de la résistance, du milieu dans lequel vous êtes. Vous avez envie de faire de l'action publique. Alors au départ, ce n'était pas forcément de la politique. Hein, vous avez envie de faire de l'action publique. Et puis, petit à petit, vous vous tournez effectivement, départ de De Gaulle en plus, vers le PS. C'est une évolution qui a concerné beaucoup de monde à cette époque. Et j'en fais partie. C'est pas assez long comme réponse. Mais c'est assez long, mais comment justement vous avez baigné dans le gaullisme, vous le dites, et comment on devient socialiste? C'est quoi? C'est une volonté de... Tu regardes la société autour de toi, tu viens d'un monde ouvrier, tu regardes comment on soigne les maladies à l'époque, où en est l'école. Voilà, c'est un peu naturel. Enfin, je veux dire, non pas de revanche sociale, mais de justice sociale. Je crois qu'il faut bien distinguer les deux. Comment une bataille pour la justice, que j'ai toujours, je n'ai pas changé. Hein. Et donc, je crois que la première fois que j'ai pris ma carte au PS, c'était en 73 ou 74, au moment où j'ai eu mon diplôme de Sciences Po d'ailleurs, en même temps qu'Alain Anziani, avec qui on a discuté tous les trois ce matin. Président de la métropole. Ouais, donc... voilà, je ne sais pas dire autre chose. C'est un cheminement naturel quand on vient de là où je viens. Et puis plus vous rentrez dans l'histoire, plus vous rentrez dans les analyses de la société, plus vous rentrez dans ce qui peut faire bouger la société et qui évite ces crises, plus vous vous dites qu'il faut un peu plus de justice. Vous avez vu, comme moi, les chiffres sur la paupérisation de notre société. Un peu moins d'un tiers des habitants de Nouvelle-Aquitaine sont en dessous du seuil de pauvreté. Comment peut-on tolérer ça, accepter ça, alors que le Monde, tous les jours, ou pas tous les jours, mais régulièrement, parle de la fraude fiscale. Vous avez vu qu'il y a un article d'hier après-midi sur Chypre. Toutes ces dérives, en même temps que des personnes soient à moins de 1 000 € par mois. Enfin, c'est... Voilà. Et donc, voilà, vous vous engagez, pas forcément... Alors, je ne me suis jamais engagé dans les appareils. Je crois que si, pendant quelques mois, j'ai dû être premier secrétaire de la section du PS de Pessac. Et puis, comme tout le monde s'apercevait que c'était pas mon trip, ils m'ont demandé de quitter. Hein, et ils avaient bien raison. J'ai jamais réussi à m'engager dans les batailles de courant du parti. Jamais. Mais en même temps, j'ai une grande fidélité à l'égard de ce qui est... quand vous regardez les grands personnages depuis la Libération, il y a bien entendu De Gaulle, il y a Mendès France, il y a Mitterrand, il y a Delors, il y a Rocard. Alors, je ne sais pas comment on peut classer De Gaulle, mais... Parce que, non, quand j'étais gaulliste, j'étais plutôt gaulliste de gauche, je crois. Je ne sais pas si vous voulez que je vous définisse ça. Ça ira. Mais bon. Mais mine de rien, c'est quand même un des principaux juristes proches de Gaulle, René Capitan, qui est le vrai auteur de la Constitution de 58. Je veux dire, on parle de Debré, c'est Capitan qui a tenu la plume. Capitan. Donc voilà, c'est ça, la vie. Et quand vous analysez si je fais un saut avec le débat qu'il y a eu au Sénat, par exemple, aujourd'hui, avec les retaillots et autres ciotisations de la droite, pour entrer dans le débat. Mais je veux dire, ils sont bêtes et méchants. Ils sont bêtes.
Pardon de le dire. Ça vous fera une occasion de ceux qui ne sont pas d'accord avec moi d'attaquer. Bête, parce que quand vous êtes maire d'une commune, vous savez que l'humiliation de qui que ce soit autour de vous provoque la colère et provoque la révolte. Moi, j'ai eu à gérer le cas un jour, quand j'étais maire de Pessac, d'un couple de franco-marocains. À l'époque, c'était le protectorat. Je crois que c'est la... Je ne sais pas si c'est l'homme ou la femme, enfin, je ne sais plus. L'un avait perdu ses papiers de l'époque, n'arrivait pas à remonter. La préfecture a chopé les papiers de celui ou celle qui les avait. Et ils sont devenus sans droit du jour au lendemain par la décision d'un petit fonctionnaire. Ils sont rentrés, on n'est pas très loin de ce quartier, c'est le quartier de Sège. C'est un quartier compliqué. Quel message envoie-t-on aux jeunes qui sont parfois dans des galères, quand les gens les plus intégrés, qui sont dans le mouvement associatif, qui sont les plus justes, qui sont les plus dits, qui travaillent, on leur retire leurs droits. Et qu'est-ce qui va se passer sur l'AME, là? C'est ça. En plus, ils sont bêtes. Enfin non, je l'ai déjà dit. Oui, déjà dit. C'est des salauds, parce qu'il y a des risques sanitaires importants. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Valérie Masson-Delmotte, qu'on a fait venir, qui est la responsable du GIEC sur le dernier rapport, un des rapports, disait, très bien, statistiquement, on sait que les plus pauvres se soignent le moins et sont les plus touchés par un certain nombre de maladies. Eh bien non, tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'il n'y a pas plus de sans-papiers hier, aujourd'hui, qu'il y a 15 ans ou 10 ans. Tout le monde sait que plus on humilie, plus on méprise, plus on assigne à résidence, plus on se révolte. Bah non. Et ils mettent la sécurité en avant alors qu'en fait, c'est des bouteurs de feu. Il faut être con quand même. Alors, on va... Excusez-moi. Non, mais j'en profite, je place mes petits messages. Vous avez parfaitement raison. On va revenir à vous, Alain Rosset, et c'est David Mallet. Effectivement, une seconde question, Alain Rosset. Vous entretenez des liens forts avec le catholicisme social et militant, notamment de par votre père, qui était dans la jeunesse ouvrière chrétienne. Quel impact cela a-t-il sur votre vie politique et vos engagements ? Vous êtes originaire d'un milieu qui est catho. Voilà, vous suivez aussi à ce prisme, cette histoire liée à ses origines, parce que là on parle d'une origine liée à cela. Moi j'ai jamais été, j'aurais pu être à la JOC parce qu'un fils d'ouvrier peut y adhérer. Mais j'ai jamais milité. La famille a milité. J'avais un grand-oncle absolument extraordinaire, le frère de mon grand-père, qui était théologien. Et donc, voilà, donc on baigne dans tout ça, et voilà. J'étais promis en caté. Et toc. Mon général. Alors, une autre question. Alors, vous avez un peu abordé la question. Donc, pourquoi et comment vous êtes dirigé vers la politique et surtout, pourquoi en Nouvelle-Aquitaine ? Alors, par hasard. Pourquoi en politique ? Je le disais un peu tout à l'heure. Je veux dire, quand vous baignez dans cette histoire, Pétain, la déportation des Juifs, la résistance, les lois antisémites, enfin tout ce... Vous voyez, tout ça. Et puis en même temps, cet énorme projet qui est le Conseil national de la résistance, vous vous dites que si vous voulez faire bouger les choses, ça passe par l'action publique. La politique et l'action publique. Ça passe par là, par définition. Et donc vous vous engagez. Mais j'ai répondu à la première tout à l'heure. J'ai pas souvenir, si vous voulez, que j'ai eu un jour une apparition, malgré le fait que je sois judéo-chrétien,
pour me dire, tiens, tu vas... Mais je me suis présenté dans mon village. Ça, vous ne le savez pas, j'ai ramassé une gamelle, mais je me suis présenté dans mon village. Ma grand-mère, quand elle passait devant les affiches, elle tournait la Présenté tête. au municipal. Je me suis présenté au conseil départemental de mon village dans les Monts du Lyonnais. Et ma grand-mère a dit à une de ses copines, quand je passe devant ces affiches, il donne l'impression de me regarder partout, donc je tourne la tête. Vous avez perdu. Alors justement, vous parliez de ce pays, du Forez, mais ça revient Et à la donc, question. pourquoi la Nouvelle-Aquitaine, finalement Oh, il se trouve que pour des raisons de famille, pour des raisons familiales, mon beau-père était copain d'André Labarrère. Après-guerre, ils ont, je crois, remonté ensemble à JEC, la jeunesse étudiante chrétienne. Il y avait aussi un personnage que Sciences Po connaît bien, qui est René Raymond, qui était dans le coup. Et moi, j'étais à Sciences Po, je terminais. Labarrère était devenu président de région, son directeur de cabinet ne lui convenait pas. J'avais remis en contact tous ces gens-là. Et donc voilà, donc je suis attiré pour diriger la région, qui était à l'époque une toute petite équipe, parce que c'était une douzaine de personnes. Et le paradoxe, c'est que quand on était en cité universitaire, ce qu'on disait ce matin avec Alain Anziani vivait avec une personne qui était bordelaise et qui nous décrivait Bordeaux. Alors, je voudrais choquer personne, mais et pourtant c'était une famille très bourgeoise, etc. Nous décrivait la bourgeoisie bordelaise. Et on s'était dit avec Alain Anziani, seul coin de France où on ne viendra pas, c'est à Bordeaux. Et en fait, on est arrivé là, on a mis les racines, voilà, c'est parti comme ça. Donc c'est un peu pour ça. J'étais au ministère de l'Industrie à l'époque quand il m'a décentralisé. Vous n'êtes pas passé par le parcours classique administratif de l'ENA. Malgré cela, vous avez réussi à gravir les échelons. Selon vous, les diplômes sont-ils toujours la voie royale pour être politicien ou sont-ils obsolètes pour s'insérer dans la politique ? Je peux donner la parole à François Dubé pour qu'il vous réponde là-dessus. Je ne vais pas nier le rôle des diplômes, mais relisez les derniers ouvrages de François Dubé, parce que son analyse est extrêmement intéressante pour un politique. Massification de l'école, mais est-ce que les inégalités d'accès aux diplômes qui permettent un parcours sans crainte? Moi, j'ai pas réussi l'ENA. J'ai passé l'ENA, j'ai pas réussi l'ENA. Je suis parti au milieu des épreuves, et puis j'avais 14 et 15, en fait. Bon, je ne sais pas ce que j'avais dans la tête à l'époque. Vous le regrettez ? Bah, pas avec le parcours que j'ai fait, mais vous pouvez sortir sans avoir de boulot aussi. Moi, ça m'est arrivé d'être au chôme-du. Hein. Pas pendant longtemps. Je ne vais pas nier les diplômes. Simplement, la culture du diplôme qu'on a en France, des classes supérieures, ne suffit pas à faire un pays. Ne suffit pas à faire un pays. Et cette culture très jacobine, très franco-française, que l'on a sur Polytechnique, Normal Sup, etc., elle ne suffit pas à faire un pays. Et aujourd'hui, notre devoir à nous, politiques, c'est de revaloriser les métiers du quotidien, de revaloriser charpentier. On voit qu'il faut faire un changement majeur sur la lutte contre le réchauffement climatique au niveau des logements. Mais on ne trouve pas assez de bras et de têtes. Et donc, il faut qu'on revalorise.
c'est pas parce que vous êtes au lycée Philadelphe de Gerd que vous allez échouer votre vie. D'abord parce que quand vous regardez notamment l'apprentissage, un apprenti sur deux, il devient chef d'entreprise. C'est pas le cas du tout des polytechniciens, des normaliens ou des énarques. Hein. Ils sont nommés. Hein. Donc voilà, il y a cette... mais c'est compliqué de faire passer ce message. Ça ne peut passer que sur le terrain, ça ne peut pas être un discours venu d'en haut. Ça peut être que dans le cadre d'une réforme des institutions. Parce qu'on est quand même dans une chose un peu paradoxale. Nous, on est fortement intervenus, parce que je le voulais vraiment, sur le fait que Sciences Po à Bordeaux puisse accueillir des jeunes issus de milieux populaires. C'est l'opération « Je le peux parce que je le veux », c'est la décision du conseil d'administration d'avoir beaucoup de boursiers, c'est etc., etc. C'est pas le cas dans beaucoup d'autres IEP, beaucoup. Et aujourd'hui, la France est le seul pays encore démocratique où l'éducation et la santé sont de compétences d'État. Quand vous dites ça en France, c'est tout le monde ouvre les yeux. Que l'armée soit de compétence d'État, nul n'en doute, que la sécurité aussi. Mais dans tous les pays d'Europe, l'éducation est gérée par les régions. La santé est gérée par les régions. Je vous donne 2 exemples que vous pouvez retrouver, les rapports PISA. Où est la France dans les rapports PISA? Notamment sur ces aspects d'inégalité. On est en queue de peloton, hein, et ça ne remonte pas. Donc nous, on nous a donné comme responsabilité le nettoyage des classes, la préparation des repas et le financement des murs. Parce qu'on est moins intelligent, bien entendu, que les ministres ou surtout leur administration. Sur la santé, je vous donne un autre exemple. Nous sommes jumelés avec le Land de Hesse, 6 millions d'habitants, mais un gouvernement régional de droite, conservateur. On fait, au début du Covid, une conf call, là, enfin visio, et je demande à mon collègue président du Land de Hesse combien il a chez lui de lits de réanimation. On est en plein début du Covid avec un ramp-up de personnes sous respirateur, 4000. Vous savez combien on en avait? 750 pour la Nouvelle-Aquitaine. 750. Moi, ça me fait froid dans le dos, ça. Et on reçoit des leçons tous les jours. On va même venir, je ne sais pas si, mais le directeur de Sciences Po doit le savoir, il y a le ministre de la transition écologique qui veut venir faire ici une réunion sur la COP. Transition écologique. OK ? Le ministre de l'Agriculture est allé... Nous, on a fait, avec l'Europe, une stratégie de conditionnalité de l'usage de l'eau pour l'agriculture, pour tout le monde, vers une réorientation agroécologique. Le ministre de l'Agriculture, en plein été, est allé négocier tout seul à Bruxelles pour nous faire sauter cette conditionnalité, alors qu'on a 220 millions de mètres cubes pendant l'étiage de déficit. Donc... On va venir sur ce dossier de la décentralisation dans la deuxième partie. Mais Zoé, il y a encore une question. Pour conclure sur cette première partie, comme on l'évoquait en introduction, vous avez brigué de multiples fonctions à l'échelle territoriale. Est-ce un regret pour vous de ne pas avoir pu expérimenter un poste au niveau national? Si je vous dis non, ça serait pas sérieux, quoi. Hein, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Je peux vous dire, hein, quelques jours. C'était quand? Eh bien, premier gouvernement de Monroy. De Hollande. De Hollande, quoi. Enfin, de l'ancien maire de Nantes, quoi. Ayrault, Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault. Bon, Hollande a choisi Montebourg. Rappelez-moi ce qui s'est passé. Oui. Et ensuite, alors, un jour, j'avais un ami qui questionnait quand François Hollande vient par là, il dit « Mais pourquoi tu n'as pas nommé Alain ministre de l'Industrie ?»
Alors, François a dévié un peu, comme il sait faire, avec une habileté redoutable. Et il a répondu, mais Alain a failli être ministre même une deuxième fois, et ça a été Emmanuel Macron. Donc, il avait tout gagné, ce cher François. Mais j'ai pas... Non, pourquoi ça a pu se passer différemment avec les personnalités que François Mitterrand avait autour de lui, que Pierre Mauroy avait autour de lui, que Lionel Jospin avait autour de lui. Je ne juge pas sur la droite, mais aujourd'hui, les ministres n'ont aucune autorité. Alors peut-être une autorité du verbe chez Darmanin, de serrer les cordons de la bourse chez Bruno Le Maire, mais tout se décide à l'Élysée. Tout se passe comme si le régime était devenu totalement présidentiel. Alors de temps en temps, qu'est-ce que font les ministres? Si on prend des exemples très concrets, qui est par exemple la réhabilitation thermique des logements. Je ne me rappelle plus le nom des ministres. D'ailleurs, on ne sait pas le nom des ministres. Hein. C'est les régions qui s'occupent de la rénovation thermique. Première loi, sous les gouvernements Macron, c'est les régions. Et puis 2 ans après, le ministre change. Non, c'est les intercommunalités. Ça s'appelle le programme SAR. Donc, on lance par exemple quelque chose, parce que je crois beaucoup que la politique, l'action publique, c'est le temps long. Or aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un problème, bien entendu, il y a un ministre qui arrive. Il faut aller sur place, il faut rassurer, consoler, mais quand même, quoi. Enfin, on est rentré dans une ère de politique émotive, de plus en plus. Et donc, voilà, sur la politique contractuelle avec les territoires, ça c'est terrible, quoi. Il y avait un contrat très intéressant et très précurseur qui s'appelait TEPOS, pour territoire économie d'énergie ou à énergie positive ou dirigé par des maires qui ont réglé le problème de la baisse de la quantité énergétique utilisée par l'éclairage public, puis sont rentrés avec leur population pour diffuser la rénovation thermique, etc. Vous croyez que le gouvernement aurait décidé de s'appuyer là-dessus pour continuer, basculer sur une rénovation énergétique? Non, ils ont appelé ça un CRTE, qui regroupe plusieurs politiques contractuelles. Je vous renvoie à des cours qui doivent exister ici. Et l'enjeu financier, enfin le jeu financier, c'est du bonneteau. Parce que quand vous regroupez à l'échelle de l'État plusieurs financements dans une stratégie contractuelle, vous n'avez pas la même quantité d'argent. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a qui s'évaporent. Hein. Alors, merci à tous les deux. Vous avez N'hésitez pas à me redire quand je dérive ou je dérape. Vous inquiétez pas, souvent, on est là pour ça. Non, mais vous avez réussi à arracher cet aveu, Alain Rousset. Quel aveu? Sur le fait d'une furtive déception de ne pas avoir été... Ouais, mon furtive, 3 jours. Ah bah oui. Non mais, je reviens, si vous le permettez, là-dessus. On va accueillir nos autres étudiants. Rebonjour. Allez-y, le temps qui s'installe. Quand je termine la campagne électorale en 98, je la termine avec des viticulteurs. On dîne dans un château, bien entendu, de Grave, de Pessac-Léognan, parce que c'est quand même le meilleur vin. Et on me dit dans la soirée, est-ce que tu sais que Bordeaux a perdu toute recherche sur la vigne et le vin, sauf l'œnologie, a perdu toute recherche sur la vigne et le vin. La première décision que je prends, c'est de créer un institut des sciences de la vigne et du vin. Imaginez ce que serait la viticulture bordelaise. Alors ça prend du temps, hein, parce que là-haut, ils se disent, mais il se mêle de quoi, lui? Imaginez ce qu'on aurait aujourd'hui si on n'avait pas un institut de recherche sur les cépages, la relation entre la vigne et le sol, les problèmes de traitement, ce serait de la folie. Et on a fait ça avec les universités ici.
là-dessus. C'est juste une question morponne. Vous regrettez plus de ne pas avoir été ministre ou de ne plus être maire de Pessac? Joker. Pas de réponse. Non, parce que, je vais dire, je parie que vous allez poser une question. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous représentez à la région ou vous vous présentez à la mairie de Pessac? Ça, vous verrez. C'est vous qui verrez, c'est pas moi. Hein. Vous verrez à la fin de l'entretien. Allez, on va une nouvelle équipe où c'est le sujet qu'on a déjà abordé. On va parler de décentralisation, on va parler des grands projets. C'est le thème des tribunes de la presse qui déchaîne des passions. Autour de la table, nous avons David, Paul et Alexandre. Et alors, je me suis complètement mélangé les crayons sur qui lance la balle le premier. Oui, je me lance. Donc, vous voulez parler décentralisation, ça tombe bien. C'est prévu au menu. Alors, Emmanuel Macron a proposé le 28 septembre à la Corse une autonomie dans la République. Alors, le président socialiste de la région Bretagne, Loïc Chénat-Girard, ainsi que la présidente de la région Occitanie se sont positionnés favorablement. Plaidez-vous, vous aussi, pour davantage d'autonomie? Faut-il, monsieur Rousset, je ne sais pas moi, par exemple, une 6e République fédérale, ou peut-être que vous allez préférer la formule d'Europe des régions? Bref, quelle est votre position sur la question? Alors, si vous relisez Zadig, le nouveau journal qu'a créé Eric Fotorino, l'ancien président du Monde, vous trouvez toutes les réponses. Mais je vais vous répondre. Merci. Je pense qu'il faut inventer une 6e République décentralisée. Je suis favorable, moi, à rallonger le mandat présidentiel à 7 ans. À garder un gouvernement responsable devant le Parlement. Un des enjeux d'une réforme, c'est régénérer le parlementarisme. Mais quand vous avez une telle centralisation qui un jour s'opposera au mot démocratie, un jour, les pays centralisés ne seront plus démocratiques. Et vous observez en Europe que les pays qui sont hyper centralisés, Hongrie, Pologne, etc., sont à la limite plus ou moins démocratiques. Et vous observez qu'en France, cette centralisation produit des émeutes. Ça s'appelle les gilets jaunes, ça s'appelle les émeutes urbaines, ou ça s'appelle des mouvements. On est le seul pays à avoir... Et quand vous allez interroger sur les ronds-points ou dans mon bureau les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je ne sais pas à qui m'adresser. J'ai un logement que je loue qui est une passoire thermique. La loi oblige le propriétaire à faire les travaux. Je téléphone au service de l'État, ils ne sont pas là. Deuxième question, j'habite à Blaye, je me lève, je suis secrétaire médical à Bordeaux, je dois me lever à 5 h du matin si je veux avoir mon boulot à 8 h, parce que si je ne suis pas avant 6 h 30 sur le pont d'Aquitaine, je ne peux pas prendre mon boulot. Moi, j'ai eu des conférences avec Jacques Delors, avec, je ne me rappelle plus comment c'était, ce prof célèbre de droit social du Pérou, où on discutait précisément, c'était une période où les choses progressaient en matière de droit du travail, en matière de justice, sur temps de trajet, temps de travail. Vous imaginez, vous avez une vie où le temps de votre trajet pour aller au boulot est plus long que le temps de votre boulot. Bon, j'essaye de mettre un bus en site propre. C'est une départementale, donc il faut que ce soit le département qui fasse les travaux. On arrive sur l'autoroute. On pourrait prendre la bande d'arrêt d'urgence pour faire un site propre. Ça dépend de Vinci. Ensuite, ça dépend de l'État pour passer sur le pont d'Aquitaine. Et ça dépend, encore une fois, de l'État et de la métropole pour passer sur la rocade. Ça fait 5 ans qu'ont eu lieu les Gilets jaunes. La personne en question, on ne lui a pas solutionné ses problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faudrait alors? Est-ce qu'il faudrait mettre en place une constituante ou Attendez. D'abord, regardons l'objectif. Regardons l'objectif. Ce qu'il faudrait, c'est que soit le département, puisque c'est en Gironde, soit la région, puisqu'on a une grande partie des transports, puissent décider, faire exécuter les travaux et les financer. C'est aussi bête que ça.
Parce que les problèmes ne sont pas solutionnés, on ne sait pas qui fait quoi. Et en plus, vous avez des collègues élus, notamment au niveau des départements, qui ne veulent surtout pas qu'on précise les compétences. Or, le quinquennat de François Hollande a précisé ses compétences. Développement économique, c'est la région. Par contre, les bâtiments industriels, l'aménagement des zones, c'est les intercommunalités. Mais prenez un autre problème, les TER. Okay, moi, je dois faire rouler les TER. Je dois acheter des nouveaux trains. Sauf que ça passe sur des rails qui sont foutus. J'ai aucune ressource, j'ai pas un seul centime, j'ai pas un versement transport, j'ai pas un seul centime, et pourtant, on dépense à la région Nouvelle-Aquitaine 100 millions d'euros par an pour les fameuses petites lignes. Par exemple, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Bayonne, entre le Verdon et Bordeaux. C'est pas notre compétence, mais c'est pas possible que ça continue comme ça. C'est pas possible. Or, même si vous prenez l'objet politique qui est la planification écologique, si on règle le problème des voies ferroviaires, on a 3600 km de voies ferroviaires. Mais c'est 3,5 milliards pour les... J'ai pas les... 3,5 milliards, c'est mon budget annuel. Il faut que je fasse les lycées, il faut que je fasse rouler les trains, il faut qu'on accompagne les entreprises dans l'emploi et dans leur innovation, on a la formation. Enfin, on est dans un modèle de dispersion, de saupoudrage. Et je m'étais souvent posé la question, pourquoi notre pays était si attaché au saupoudrage? Mais c'est parce que le modèle d'organisation de l'État, qui est un modèle colonial en France, préfet, sous-préfet, quelle que soit la qualité des hommes, il faut que le sous-préfet, il ait une petite enveloppe pour être derrière le ruban quand on va inaugurer une maison médicalisée, un tiers-lieu, un chauffage collectif, que sais-je encore, ou une gare, ou des choses comme ça. Donc comment voulez-vous que nos concitoyens s'y connaissent, s'y reconnaissent, si derrière le ruban, il y a 7 personnes? Donc il y a 7 personnes, il y a 7 autorités, 7 pouvoirs publics. Donc le temps qu'ils se mettent d'accord, c'est des mois et des mois. C'est ce que je vous expliquais sur le site propre pour venir de Blaye. C'est-à-dire passer de 2 heures à 1 heure. Donc il faut... Ça s'organise. Il y a discussion en début de semaine avec le secrétaire général de la transition écologique, ou de la planification écologique. L'ADEME, vous savez, c'est un vieux truc qui marche bien. Mais on fait la même chose. C'est-à-dire, moi j'ai une équipe d'ingénieurs, eux ils ont une équipe d'ingénieurs qui instruisent les mêmes dossiers. Et on s'étonne que la France paye beaucoup sur la dépense publique. Et par rapport à des initiatives, par exemple, là je parlais de l'autonomie stratégique proposée par Emmanuel Macron, il y a aussi Éric Woerth qui maintenant va piloter... Non mais c'est bidon ça, attendez, c'est bidon, c'est un leurre. Donc communication... mais pourquoi à ce moment-là Macron remonte-t-il toutes les compétences? Vous savez, par exemple, on a un problème en France que vous connaissez tous, on ne forme pas assez de médecins. Et c'est un vrai problème. Pour la médecine publique, pour la médecine en ville, etc. Prenez rendez-vous avec un médecin. Voilà. Quand vous regardez les courbes, vous voyez que il y a même une légère baisse. Et que c'est à partir de 2030, en libérant les quotas, en quelque sorte, le numerus clausus, que ça va augmenter. Vous prenez les courbes des professions médicales et paramédicales dont on a la responsabilité, nous les régions. Les sages-femmes, les infirmières, les aides-soignantes. Vous avez un ramp-up, une augmentation comme ça. Vous avez la courbe des compétences de l'État qui est flat et la courbe des compétences de la région qui produit de l'infirmière. Alors elles ne vont pas toutes, parce que c'est un boulot de chien aussi dans les hôpitaux. Et vous savez ce qu'a fait Macron? Il a permis qu'on nous retire la compétence sur les sages-femmes. Moi je vous donne rendez-vous dans 10 ans, eh bien, on produira moins de sages-femmes. On en a peut-être moins besoin, c'est peut-être les têtes d'œufs à Paris qui se disent mais il y a moins d'enfants, on a moins besoin de sages-femmes, surtout quand on est très loin dans la Corrèze ou dans la Creuse. Enfin, alors, et dernier point, je vous invite, et je crois que je l'ai dit déjà à certains d'entre vous, vous me retrouvez un texte qui date de 1966,
qui est signé par un certain Servet. C'est le pseudonyme de Michel Rocard. Vous reprenez ce texte. C'était des réflexions qui avaient lieu à Grenoble. Il y a 46 pages. Bon, il y a 3 pages de logorée PSU, mais bon, voilà. Et vous avez tout dedans. Un État qui multiplie les normes pour garder le pouvoir. Par exemple, on gère les transports scolaires, 5000 bus par jour. OK ? Il a fallu qu'on attende 76 pages du ministre de l'Éducation pour savoir comment on plaçait les élèves dans les bus, comment on plaçait les élèves dans les cantines. Et comme il y a une espèce de trouille générale que le modèle jacobin produit, tout le monde attendait cela. Et donc moi j'ai déclenché le truc. La préfète de région m'a dit vous avez bien fait parce que, évidemment, vous imaginez, nous, on ne savait pas placer les gamins après le Covid dans les bus. On ne savait pas les placer dans les cantines. C'est ça le modèle jacobin. Et un modèle jacobin deviendra un modèle non démocratique. Je vous donne une deuxième fiche de lecture, si vous permettez, un peu plus longue. Trouvez le bouquin de Mona Ozouf, qui s'appelle « De révolution en République ». Si vous avez besoin d'une attestation, vous demandez à Marie Cocula. Et on vous expliquera d'où vient l'espèce de propension française à prononcer le mot égalité. Parce qu'en France, on considère que quand on a formulé le mot égalité, on a fait l'égalité. Et tout le monde dans d'autres pays se fiche de nous à cause de ça. Alors, on va enchaîner sur un autre sujet, justement. Non, vous allez où vous voulez, de toute façon. Sur le sentiment démocratique. Bonsoir, Monsieur Rousset. Donc, nous avons compris que vous étiez en faveur de plus de décentralisation. Ah oui. Mais prenons les chiffres de l'abstention aux élections régionales. 66,7% à l'échelle nationale au premier tour en 2021. Est-il donc légitime de pousser pour plus de décentralisation étant donné le désintérêt des citoyens pour l'action des régions ? En bref, comment se fait-il que la région ne parvienne pas à convaincre ? Mais le département non plus, hein. Et la commune non plus, hein. Et l'intercommunalité encore pire. Et l'État encore pire. Non. J'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure, mais je dois mal me faire comprendre. Les Français ne savent pas qui fait quoi. Je vous expliquais tout à l'heure. Je me souviens je ne sais plus, je crois que c'était en Corrèze, je vais inaugurer un réseau de chaleur. J'avais dit au maire, je ne veux pas que tu mettes le département, l'État, je ne veux pas que tu les mettes. La région a financé seule avec la commune. Quand vous faites une inauguration en France, vous êtes 7. Le conseiller départemental, le député qui n'a rien mis mais qui veut être sur la photo, la commune, la région, le sous-préfet, parfois le préfet. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent ? Enfin, le modèle est monté pour que l'État garde tous les pouvoirs. Et en même temps, il ne sait pas gérer correctement ses compétences régaliennes. Je pense à la recherche, on décroche. Je pense à l'armée, même si depuis Hollande et avec Macron, on a remonté un peu les choses. La santé, si l'État veut le garder, il faut... Mais enfin, je veux dire, comment voulez-vous que les gens viennent voter s'ils ne savent pas pourquoi ils votent ? Il n'y a plus de partis politiques aujourd'hui, mais si vous ne savez pas pour qui et surtout pourquoi vous votez, pourquoi voulez-vous aller vous déplacer ? Et vous, personnellement, vous êtes président du conseil régional depuis près de 25 ans. Est-ce que vous pensez que vous avez une part de responsabilité dans ce constat ? J'ai un chiffre à rappeler. Vous avez été élu par moins de 600 000 voix dans une région qui a quand même plus de 7 millions d'habitants. Shame. Je me couvre la tête de cendre. Il n'y a pas que moi. C'est le modèle général. J'ai été élu que par 600 000 voix. Oh putain. C'est dramatique. Oui, c'est dramatique.
C'est la démocratie qui bégaye. Voilà. Mais tant qu'on ne saura pas vraiment qui fait quoi, encore une fois, les gens, ils vont voter pour quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez un certain nombre d'élections qui ont pu se passer de par le monde, par rapport à Bolsonaro, par rapport à d'autres, il y a eu des mobilisations. Et là, c'était l'État avec beaucoup de pouvoir. Oui, je regrette. Mais je veux dire, c'est un constat. Il n'y a pas que moi. Tous les autres présidents de région sont dans ce pourcentage de votants. Et tant qu'on n'aura pas clarifié les choses, clairement, avec de vraies responsabilités, si tu échoues dans ta politique industrielle, mon grand, eh ben on te sort. Sauf que, qui sait, à part les chefs d'entreprise de Nouvelle-Aquitaine, que c'est la région qui s'occupe du développement industriel? Certains, mais qui? Cette grande réorganisation, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il y a un péril démocratique aujourd'hui? Je pense que la centralisation est un péril démocratique. Oui, mais enfin, on ne va pas détricoter la centralisation là dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent. En attendant, comment on fait pour réintéresser? Je suis pas dans les instances du Parti socialiste. Je trouve que j'ai engueulé les députés l'autre jour quand ils sont venus faire leur séminaire en disant mais vous reprenez la première proposition de François Mitterrand, on vous a confisqué le pouvoir, je vous le redonne. C'est quand même pas compliqué de dire ça. C'est pas compliqué de présenter sur le plan industriel. On peut s'appuyer sur l'expérience qui est la nôtre ici en Nouvelle-Aquitaine, sur la réindustrialisation. Avec nos petits bras, nos petits moyens, la Nouvelle-Aquitaine a créé en 2019, j'ai pas les chiffres après, 36% de l'emploi industriel net de France. Emploi industriel net. Donc ça peut marcher. Même un socialo peut créer des usines. Il peut relier le monde de la recherche, l'innovation, créer un écosystème de confiance. Et en tant que socialiste, je suis très fier d'une chose. Parce que j'ai lancé plusieurs politiques industrielles, dont une qui s'appelle l'usine du futur. À partir d'une expérience où, à côté de Pau, dans un petit village qui s'appelle Borde, qui conçoit et fabrique des turbines d'hélicoptères, on a reconstruit l'usine. On a repensé. Alors, c'est le directeur de l'usine qui l'a fait, etc. Moi, j'ai mouillé la chemise parce que je tenais beaucoup à ce dossier. Sinon, l'entreprise, elle partait pour moitié au Maroc, pour moitié, je ne sais pas où, en France. Le résultat on a comment ça s'appelle, robotisé, dépénibilisé, numérisé. La productivité de la boîte a doublé. Et elle a doublé pourquoi? Par la qualité de vie au travail. Ce qui fait que quand je vais dans les entreprises aujourd'hui, je suis assez fier de pouvoir expliquer aux chefs d'entreprise que ta productivité, ta compétitivité, ça passe par le bien-être de tes salariés. J'ai créé un club des entreprises de taille intermédiaire, ils le reportent. Ben voilà. Et j'ai, grâce à Hollande, fait inscrire ça dans le programme de ce cher Montebourg, qui est le seul programme industriel qui reste en France. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à la question. Je ne sais pas si les 2500 salariés de Turboméca à Borde sont allés voter, mais ils savent qui a fait le job. Alors, on va enchaîner sur un sujet explosif, éruptif, Bonsoir, chantant il y a quelque temps. Justement, il y a un sujet sur lequel on sait qui fait quoi. Nous allons parler de la ligne LGV Bordeaux-Toulouse. Donc un projet porté à la fois par l'Europe, l'État et la région, et les régions depuis de nombreuses années. Or, il semble de plus en plus flagrant que ce projet suscite l'opposition d'une large partie de la société civile, mais aussi des populations locales. Ma question sera la suivante, Monsieur Rousset. Pensez-vous que la région de Nouvelle-Aquitaine a un problème avec la démocratie? Est-ce qu'on peut décortiquer votre question? D'abord, parce que c'est pas les...
À un moment donné, il y a des majorités qui s'expriment. Si au Pays Basque, par exemple, quand je me présente aux élections, alors qu'on sait que je porte ce dossier, et on reviendra sur le fond du dossier, parce qu'il y a tellement de fake news que je le décortiquerai. Je l'ai fait ce matin devant Sud-Ouest avec Alain Anziani, mais je vais le faire. Et vous n'imaginez pas les fake news qu'il y a dedans. Alors, d'abord, sur le premier aspect. Quand je me présente aux élections au Pays Basque, à Agen ou un peu partout, ben je suis largement devant. Peut-être avec pas assez de voix. Quand je m'exprime devant le syndicat basque, qui est pourtant solide, ben ils acceptent de m'écouter. Ils acceptent de m'écouter et j'ai pas de problème. Pourquoi croyez-vous que les Espagnols, les Basques espagnols, dirigés par le parti, le PNV, le Parti nationaliste basque espagnol, soient enragés contre le gouvernement français parce qu'ils vont arriver à la frontière et il y aura un blanc entre Bayonne et Bordeaux? Est-ce qu'on a le droit, simplement sur le plan européen, de faire une frontière de la frontière espagnole? Alors parlons du fond, maintenant. Parlons du fond. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de réparer la voie actuelle pour pouvoir faire passer des trains à 220 km/h? C'est la proposition alternative si vous avez étudié ça. OK? On est d'accord. 220 km/h. D'abord, ça coûte aussi cher qu'une nouvelle voie. Est-ce que ça crée de la capacité pour déplacer la moitié des camions qui sont sur la Nationale 10? La réponse est non, évidemment. Mais comment on fait pour rénover la voie actuelle? Eh bien, on la ferme entre Bordeaux et Toulouse et Bordeaux et Dax au moins pendant 10 ans. Pour 2 raisons. 1, on n'a pas le droit de faire rouler des trains à 220 km/h comme Monami-Urmic le propose, quand il y a des passages à niveau, et il y en a 120. Et on n'a pas le droit de faire rouler des trains à 220 km/h quand il y a des angles droits, comme à Langon, comme à Auch. Et donc il faut traverser les vignes dans des endroits où la biodiversité est bien plus importante que là où va passer la LGV. Deuxièmement, on me dit il y a 5000 hectares touchés. C'est faux. C'est un mensonge. C'est une fake news. Il y a 700 hectares. C'est peut-être trop, mais il y a 700 hectares. Pour une raison très simple, c'est que ceux qui confondent le sillon sur lequel va passer la LGV et la totalité des et le passage des voies, il faut qu'ils regardent un peu les dossiers. Donc, on ne peut pas, avec une circulation de train dans un délai et à des coûts inférieurs à celui d'une voie nouvelle, parce que ça ne nous donnerait pas des capacités supplémentaires, on ne peut pas faire avec les voies existantes. Est-ce que les voies existantes sont suffisantes? Aujourd'hui, à travers les Landes, elles ne sont pas complètement circulées. Mais quand vous arrivez à Ichoux, où vous avez la ligne qui arrive d'Arcachon, là, vous êtes saturé. Aujourd'hui, je ne suis plus capable, en tant qu'autorité organisatrice du TER, de mettre un seul train, vous entendez, un seul TER en provenance de Langon. Je ne sais pas le faire. Si je n'ai pas une voie nouvelle, je ne peux pas le faire. Donc, je prends en otage aujourd'hui tous les habitants de Langon qui prennent les trains qui peuvent circuler ou alors qui prennent leur voiture et qui sont sur l'autoroute. Et tant que je n'aurai pas fait, et c'est là où moi ça me scie, c'est que c'est dommage que je ne puisse pas vous passer une carte. Il y a 12 ans, je fais travailler 400 scientifiques sur le réchauffement climatique, ses causes, sa documentation, etc. La première carte qui me sort, c'est scientifique, pas moi, hein. C'est la partie de l'ex-National 10 qui s'appelle autoroute à je ne sais plus combien. La partie la plus polluée de la région, c'est cette partie-là. Si vous ne sortez pas des milliers de camions, si vous ne sortez pas des milliers de voitures, eh ben ça restera pour les habitants qui sont autour et pour la Nouvelle-Aquitaine la partie la plus polluée. Alors comment je fais
je lutte contre la pollution, ou alors je dis, oui, effectivement, on abandonne cette deuxième voie ferroviaire. Parce qu'il est plus juste de parler de deuxième voie ferroviaire. La LGV, je dirais, c'est autre chose. Et j'ajoute un dernier argument, et puis après, je répondrai aux autres questions. Ces arguments-là, on me les a mis devant le nez, et tout le monde s'est un peu caché derrière son petit doigt et sa responsabilité. Je me suis trouvé sur la ligne Bordeaux-Tours, un peu tout seul parfois. Un peu tout seul. Et la SNCF ne jouait pas le jeu parce qu'elle avait tellement abaissé ses pronostics de fréquentation qu'on disait, mais est-ce qu'il y a un intérêt économique? Est-ce qu'il y aura du monde? Et puis de toute manière, ça va être que des mallettes, que des cas de sup, que des bobos qui vont prendre la ligne. Je suppose que tout le monde ici a pris la LGV pour monter à Paris. Vous avez vu qu'il y a dedans? Il y a plus de sacs à dos que de mallettes. Il y a la mamie qui va voir sa petite fille à Bordeaux, etc. Je suis désolé, c'est le constat. Et troisièmement, la LGV, c'est une ligne du quotidien pour l'Aquitaine. Aujourd'hui, quand vous voulez aller travailler à Angoulême, vous prenez votre voiture, c'est 1h30. Donc vous êtes en train, c'est une demi-heure. Vous voulez aller travailler à Poitiers, c'est 2h30 en voiture, au moins. En train, c'est 1h10. Et vous vous rappelez les fake news qui nous ont été sortis il y a quelques minutes de gagner? Non. C'est de 1h à 2h. Et donc, ça vous donne un appétit pour le train qui est considérable. Et j'ajoute que pour la biodiversité, non seulement tout sera réparé, mais qu'à la différence d'une autoroute, on n'imperméabilise pas. On n'imperméabilise pas. Et souvent, d'ailleurs, on sait, tous les écologues savent, que le long des voies ferrées, c'est une source de biodiversité extraordinaire. Donc, est-ce que je vais, moi, lutter contre un succès populaire, un besoin et un investissement pour un siècle? Et est-ce que je vais dire à mes amis espagnols, je ne veux pas faire de geste, Walou, allez vous faire voir, vous allez rester pour voir le reste de l'Europe par la voie actuelle, ou vous prendrez l'avion. Les gains en termes écologiques sont fantastiques. Oui, il y a 700 hectares qui vont être occupés par des voies, mais les gains sont extraordinaires. Nul ne peut les contester. Parce que, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? On se dit, elle va se faire, cette LGV. Il n'y a pas de souci, mais on se dit, on va faire un grand contournement de Bordeaux. Donc les écolos qui tiennent ce discours, s'ils n'ont pas la LGV demain, ils auront le grand contournement de Bordeaux. Chapeau, hein, comme résultat. Justement, nous parlions du fond, parlons-en 1 ou 2 minutes de plus. Nous savons à quel point vous êtes attaché à la feuille de route écologique régionale Néoterra, qui insiste notamment dans son ambition numéro 5, se déplacer et habiter dans des territoires adaptés au changement climatique. Et ça nécessite des infrastructures, on le sait. Ne pensez-vous pas qu'il y a une certaine forme de contradiction entre ces ambitions fortes, ces ambitions écologiques, et votre soutien justement pour cette LGV? En parlant des 700 et quelques hectares, qui sont quand même des 700 hectares à la fois fragiles et importants pour... Pas tous fragiles, pas tous fragiles. Pas tous, mais certains. Pas tous, oui, mais ça sera... Par exemple, non mais vous n'imaginez pas, excusez-moi, mais vous n'imaginez pas les fake news qui ont été sortis. J'ai même reçu des viticulteurs du Sauternais qui sont venus me dire, si tu mets 2 viaducs au-dessus du Ciron, il n'y aura plus de botrytis. Il y a une haie très magnifique qu'on protège, elle va être détruite. Donc, je téléphone à SNCF Réseau, c'est pas moi qui fais le tracé, pour dire, attends, vous détruisez une haie très centenaire? Non. Le Ciron est à 20 km. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Tout se démonte au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, pour vous, jeunes, est plus important, avoir
à travers la Nouvelle-Aquitaine, la partie la plus polluée de l'air, de l'eau, de tout ce qu'on veut, avec une autoroute qu'on va élargir progressivement pour faire passer les camions, ou bien on fait une deuxième voie ferrée, qui entre nous, pardon de le dire, vous avez même une gare à Captieux, existait. Existait. Il y avait une voie ferrée. Il y avait une deuxième voie ferrée qui passait par Captieux, puisque j'ai inauguré un tiers-lieu dans la gare de Captieux. Donc on est dans un truc, et on ne peut pas me dire que je ne m'occupe pas des voies dites de desserte fine, parce qu'on est les seuls au niveau de la région. Si la région n'était pas là, elle fermerait. Elle fermerait. Je suis engagé dans une bataille pour réouvrir la fameuse ligne entre Oloron et Canfranc-Saragosse. Je suis bien seul, hein. Je suis bien seul, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bien seul, hein. Donc moi, je veux bien. Mais à un moment donné, les leçons, ça va bien. Si on ne donne pas de solution, vous imaginez 3 millions de voyageurs qui sont sur la LGV aujourd'hui. Et on nous disait, sur la LGV non, c'était la même chose pour la LGV entre Tours et Bordeaux. On nous disait la même chose. D'ailleurs, il n'y aura personne, ça sera... Eh bien, c'est un succès tel qu'on n'a pas assez de trains et qu'il va y avoir même une société privée qui va se mettre là-dedans. Est-ce que, bon sang de bois, il n'est pas nécessaire qu'on ait une réflexion entre une pollution massive, y compris par des microparticules de pneus, par tout ce qu'on veut, 10 000 camions par jour, comment peut-on accepter ça? Eh bien, si je ne peux pas mettre les camions sur le train, ils resteront sur la route. Donc voilà, le résultat d'LGV non merci, c'est 10 000 camions sur la route. Chapeau. Comment vous lisez ce débat éruptif? On le voit, enfin, ça mobilise et c'est tout à fait normal. Moi, j'adore. Mais quelle lecture vous faites de ça? Est-ce qu'on est voilà, sur un nouveau paradigme politique entre le progrès, dont vous êtes le tenant? Mais je ne sais pas si c'est le progrès. Il faut revoir la notion de progrès. Il faut et revoir un la notion changement de de progrès. modèle, une alternative au système existant. Encore une fois, si on ne crée pas une deuxième voie ferroviaire qui est demandée par l'Europe pour faire une voie ferroviaire atlantique qui part du Portugal, de l'Espagne, et qui passera par la Nouvelle-Aquitaine, etc., on va avoir des zones hyper polluées. Donc, est-ce qu'on veut garder ces zones hyper polluées parce qu'il n'y a pas d'alternative? Il n'y a pas d'alternative. Si on veut sortir les camions, si on veut sortir les voitures, ça suppose de mettre le train. Ou alors il faut me dire que les écolos se sont maintenant biberonnés à l'avion. Voilà. Il faut savoir. Hein. À l'avion, à l'hélicoptère, au drone, enfin je ne sais pas. Hein, faut qu'on me dise, quoi. Non, mais je reviens à ce débat, enfin ce débat qui est en train de poindre. On le voit, vous avez présenté votre feuille de route Néoterra cette semaine au Conseil régional. On a l'impression en fait que vous ne vous comprenez pas avec vos ex-alliés écologistes. Je pense que le problème, il n'est pas là. Alors il est où le problème? Ils ont voulu être dans l'opposition. Ils se sont hyper sectarisés. Vous avez entendu la campagne électorale. Enfin, je veux dire, moi, jamais je me permets d'attaquer les personnes. Jamais. Un de mes anciens collaborateurs et vice-président, Nicolas Thierry, m'a attaqué personnellement. Je veux dire, mais enfin, Nicolas, qu'est-ce que tu... Non, mais on parlait de péril démocratique tout à l'heure, on parlait de ces choses-là. Là aussi, enfin, le spectateur de ce débat politique tel qu'il est aujourd'hui s'interroge légitimement sur la capacité à dialoguer des gens qui le représentent. Je voulais que je vous dise, il y a eu des réunions pour l'enquête d'utilité publique partout. J'ai mouillé la chemise, j'ai même eu des insultes. Il y a quelqu'un qui m'a traité de... Il y avait Juppé qui était là pour une fois, qui m'a traité de nazi. Il nous a traité de nazi. Ça devient grave, quoi. Je comprends qu'il y a une inquiétude sur la biodiversité. Mais est-ce que vous savez que la Nouvelle-Aquitaine a la moitié a acheté et remise en gestion par le CEN, qui est le Conservatoire des espaces naturels,
la moitié des espaces naturels préservés de France. La moitié. Qui peut me dire ça? Et encore une fois, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est-à-dire, on va la faire quand même. Mais c'est où ça? Où l'élargissement de l'autoroute. Quand vous élargissez l'autoroute, vous imperméabilisez le sol, vous développez la pollution, vous prenez des terres agricoles. Enfin, je ne sais pas. Enfin, mais à un moment donné, on ne peut pas tout vouloir. Ou alors, il faut m'expliquer. Ce que j'ai demandé à Pierre Urmic, j'ai dit, ce que tu me proposes, c'est on ne bouge plus. Sauf qu'alors, à ce moment-là, si on dit aux gens, vous ne bougez plus, on n'est plus en démocratie. Hein. C'est le Covid. Hein. C'est la loi Covid. Tu ne bouges plus, tu restes chez toi. Tu n'as pas le droit de bouger, sauf sur autorisation. Parce que c'est un problème démocratique aussi. Alors, merci à tous les trois, parce que vous avez été au feu sur des questions... mais non, mais évidemment, c'est très intéressant. Et ben, on va revenir sur des questions toujours politiques. Hein. Tout est politique, évidemment. Et voilà, on va accueillir Éline Penn et Raphaël Lorme. Alors, c'est ça, je ne me suis pas trompé, tout va bien. Raphaël, c'est vous qui allez ouvrir le bal. Vous allez attraper un micro. Et allez, on va basculer sur d'autres sujets. Bonsoir Monsieur Rousset. Vous n'êtes pas d'accord avec la NUP, vous êtes en désaccord avec les Verts, vous n'allez pas à la convention organisée par Bernard Cazeneuve. Ma question est simple, êtes-vous toujours socialiste? Oui, je me passe volontiers de tampon de quelque formation que ce soit. Je paye ma carte au Parti Socialiste, je suis toujours au PS, je vais rarement à ma section de Pessac, je râle parce que il aurait été très facile à Olivier Faure, et c'est ce que je lui avais demandé, conseillé, je l'ai même dit en public. Je lui ai dit, mais quand tu ouvres le monde, tous les jours, il y a tout ce qu'il faut pour que le PS ait une analyse de la société et un programme. Il y a suffisamment d'intellectuels, suffisamment de syndicalistes, d'experts, de chefs d'entreprise pour proposer aux militants aujourd'hui, 16 pages, faire les faire. Bah non. J'ai même appris qu'il y avait une députée socialiste de Clermont-Ferrand qui avait déposé un amendement pour supprimer la retraite du président de la République. Non mais il faut être tapé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on proteste parce que la loi du gouvernement est mal foutue, injuste, et en même temps, quel que soit ce qu'on pense de Macron, lui empêcher d'avoir une retraite. Alors, il avait plus ou moins proposé ça, mais cette démagogie qui consiste à revenir au temps du début du 19e siècle où les élus, c'était des gens riches qui pouvaient faire de la politique et que tout le monde ne pouvait pas en faire, que les élus n'étaient pas payés. Enfin, voilà. Donc... oui, j'aime pas trop Mélenchon et la NUP, même si lundi dernier, quand on a fait l'assemblée plénière sur Néo-Terrain, on avait l'impression, je sais pas ce qu'en pense Bichente, on avait l'impression d'être un peu avec la NUP, quoi. Pourquoi vous dites ça? Parce que les Verts se sont... les Verts et le centre. Le centre se radicalise. Non, mais c'était n'importe quoi, quoi. Pourquoi vous la payez, votre cotisation au PC? Enfin, mais parce que c'est l'histoire. Vous le dites qu'ils font rien. Mais rien, c'est l'histoire à laquelle... Mais parce que je veux rester militant. C'est Madeleine, en fait. Mais non. Mais enfin, quand même, vous pouvez considérer... D'abord, je peux avoir un mot à dire si on me le demande. Deuxièmement, que je considère que l'avenir de la France, c'est la social-démocratie qu'il porte. Ça ne peut pas être la droite qui regarde en arrière et qui est conservatrice. Par définition, ça ne peut pas être la droite. C'est pas possible. S'appeler les insoumis en plus et prétendre à être président de la République, enfin, faut quand même être un peu tapé, non? Hein? Je pense, non? Mais qui le porte, ce courant social-démocrate? Moi, tout seul. Avec Calandiani. Avec Calandiani. Non, mais à vous écouter, vous êtes plus proche de Macron, au fond, que... Ah non. Alors, mais où êtes-vous, Alain Rousset?
Eh ben, je suis là où je suis. Moi, il n'y a que les faits qui parlent pour moi. Regardez ce qu'on fait. Je vous parlais de cet institut d'études politiques, on l'a doublé par la volonté pure et simple de la région et de son président. Parce qu'on a besoin d'élèves qui sont ici et qui sont bien formés. Ce n'était pas dans les projets de l'État ni du ministère, etc. On a créé 4 instituts de recherche, dont un sur le cerveau et les maladies du vieillissement, qu'on a payé, que la région a payé, et qu'elle a porté. Je veux créer une école vétérinaire publique parce on ne forme que 44% des vétérinaires, que si on veut sauver l'élevage et conseiller les agriculteurs sur la transition agroécologique, ça passe aussi par des toubibs. Et les vétérinaires sont d'abord des toubibs. Donc voilà, c'est ça mon socialisme. Et j'aime bien l'entreprise, j'aime bien l'usine. J'aime bien l'usine, j'adore l'usine. Ouais, vous savez, pour une raison, vous me demandiez des confidences tout à l'heure, dans mon village natal, il y avait 32 usines. 5000 habitants, 32 usines, 2500 ouvriers chapeliers et ouvrières. Du jour au lendemain, quand il y a eu les bagnoles, les 32 usines ont fermé. Ben, croyez-moi, quand vous êtes gamin, quand vous voyez votre famille au chômage, Et après, je me suis occupé de reconversion industrielle, par hasard. De temps en temps, il y a des... Voilà. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien... Voilà. Après, ce qui se passe dans l'usine, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour un socialiste, faire en sorte que l'on démontre au patron que la compétitivité d'une boîte dépend de la qualité de vie de ses salariés, ça change peut-être quand même un peu la donne. Même le Parti communiste a abandonné la lutte des classes depuis, rappelez-moi... Un moment. Allez, on va passer à une autre question. On va un peu rétropédaler. Bonsoir, Monsieur le Président. Pour revenir sur une question plus personnelle, à la fois concernant votre parcours politique, comment avez-vous vécu la défaite face à Alain Juppé en 2008 et pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette élection? Je sais pas. Je sais pas. C'est un grand mystère, expliquez-nous. C'est un grand mystère même pour moi. C'est un grand mystère même pour moi. Bon, il y a une chose que je regrette quand même, à un moment donné, El Kabbach m'a joué un tour de cochon qui a même gêné d'ailleurs les 2 journalistes de Sud-Ouest. J'avais 42 fièvres. Le premier débat avec Juppé, je l'ai gagné. Le deuxième débat, j'avais 42 fièvres, j'aurais jamais dû y aller. Et El Kabbach, mais monsieur Rousset, qu'est-ce que vous reprochez à Alain Juppé? En fait, ils avaient préparé le débat avant dans le bureau d'Alain Juppé. Enfin, merde. Bon. C'est pas ça qui vous a fait perdre. Et puis, non, mais globalement, bon, voilà. Non, mais qu'est-ce que vous avez été faire dans cette galère? Vous étiez, vous auriez pu être maire à vie de Pessac. Pourquoi vous sautez sur Bordeaux? Je me rappelle plus quand c'était. 2008, Bordeaux. Mais j'étais plus maire. Non, si. vous étiez plus maire de Pessac. Ah. Mais qu'est-ce qui vous a pris d'aller à Bordeaux? C'était quoi? Non, mais j'ai pas de réponse à ça. Voilà, on restera sur ce blanc. Ce mystère. Voilà, j'ai dû être poussé par mes amis. Bon, on peut faire des conneries de temps en temps, non? Nous, on en écrit tous les jours. Bah voilà. Mais c'est ça. Mais tant qu'on est là-dessus, est-ce qu'il y a une défaite que vous n'avez pas digérée aujourd'hui? Politique, pas forcément devant les électeurs. Il faut avoir un peu le cuir. Si vous vous lancez en politique en disant que vous allez tout gagner tout de suite, moi j'en ai gagné beaucoup hein, quand même. Donc, ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'à la métropole, à la Cube à l'époque, on soit majoritaire et qu'il y ait eu des jeux de débauchage, et que sur le tapis vert, j'ai pas été élu président. On est en 2001, là. Ben ça m'a pas plu. Mais... À part ça, tout va bien. À part ça, tout va bien. Vous voulez qu'on parle de mon jardin ou pas? Non, on va parler d'autre chose, vous allez voir. Pour revenir sur la question précédente, Alain Juppé a récemment publié un livre intitulé « Une histoire française » dans lequel il revient sur son parcours politique et revient par exemple sur ses grandes réussites pour le territoire bordelais. De la même manière, Jacques Chaban-Delmas a été une icône politique bordelaise et reste encore aujourd'hui gravé dans les mémoires collectives. Dans ce cadre, comment parvenez-vous à trouver votre place politique aujourd'hui, monsieur Rousset? Moi, j'ai aucun souci. Hein. Non, mais je ne sais pas vraiment répondre à votre question, quoi. Comment dire?
Alain Juppé a eu des échecs pas mal aussi. Il a perdu contre Madame Delaunay. Chaban n'a pas été élu président de la République. Alain Juppé n'a pas été élu aux primaires à son niveau, quoi. Voilà, écoutez, ma place, je ne sais pas, je regarde dans la salle, demandez aux industriels de la région Aquitaine, demandez aux scientifiques de la région Aquitaine, demandez aux proviseurs de lycée, aux directeurs, demandez-leur si j'ai été utile. Parce que, je veux dire, moi, j'aurais jamais signé les permis de construire qui ont été signés sur les bassins à flot, sur la rive droite, etc. Si c'est ça, changer la ville, voilà. Aujourd'hui, la région Aquitaine, elle attire toutes les boîtes qui veulent se développer sur la nouvelle économie liée au réchauffement climatique. Voilà. On est en train d'inventer des produits en Nouvelle-Aquitaine qui vont remplacer les pesticides issus de chimie fossile. Et ça, j'en suis fier. Et je veux dire, je suis fait comme ça. Je suis fait comme ça. Voilà. C'est ça la trace. C'est quelque chose qui vous questionne, laisser une trace, une empreinte de votre parcours politique? Je sais pas, il faut demander au directeur de Sciences Po s'il mettra mon nom sur l'Institut. Moins qu'il ait prévu quelqu'un d'autre. Si à l'Institut supérieur d'optique que la région a fomenté, si à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, si à la nouvelle école vétérinaire, si au centre neurologique. Quelqu'un m'a dit, mais vous êtes dans une famille catho, là. Je ne me pose pas trop la question de savoir s'il y a une existence après la mort aujourd'hui. D'accord? Alors pour mes enfants, pour ma famille, oui. Pour les amis, ça va leur faire plaisir. Voilà. En parlant de votre place en politique et de la manière dont vous parvenez à la trouver, quelle est la place de l'ego en politique, monsieur Rousset? Oh, il doit être important. Je ne sais pas si j'en ai... Je vais vous dire, ce qui, moi, m'agace le plus, c'est quand j'arrive pas à convaincre. Et quand, dans un débat politique, ça a été le cas de lundi dernier, en sachant que depuis 18 mois, on négocie, on discute, on travaille avec tout le monde, les scientifiques, la profession, les autres groupes politiques, tout le monde. Et puis qu'on essaye qu'on me reproche de faire venir des scientifiques de la taille de celles et ceux qui sont venus. Et alors ils ont plié les gaules après, hein, parce que c'était tellement indécent. Mais voilà, moi, quand j'arrive pas à convaincre, je suis... voilà, je suis pas... Mais bon, après... L'ego, les égos, alors on n'a pas besoin d'être président de la région pour en avoir, mais vous en voyez beaucoup. C'est parfois des chocs d'ego. Vous, enfin, c'est quelque chose... Comment vous regardez par rapport à ça? Moi, je peux pas me juger moi-même. Je peux pas me juger moi-même. Alors, vous savez, je vais vous dire un autre truc, puisque vous m'avez posé des questions perso. Je suis né dans un village, j'y reviens, qui s'appelle Chazelles-sur-Lyon, qui est à 40 km de Lyon, 30 km de Saint-Étienne. Les habitants de ce village s'appellent les Farlots. F-A-R-L-O-T. Ce qui en patois veut dire fier et libre. C'est votre résumé? Ben oui. On arrive aux dernières questions. Oui, ce grand oral. Dans un cadre de phénomène de cours, comment envisagez-vous votre succession? C'est la chose la plus compliquée. La chose la plus compliquée. Si je prends l'exemple de Pessac, mon successeur est parfait, Pierre Auger. Par contre, celui qui lui a succédé, non, parce qu'il nous a fait perdre la ville. C'est pour ça que je m'interroge, est-ce que je reviens sur Pessac? Parce que sur le marché, les gens m'appellent Monsieur le maire. Et ça, c'est une jouissance. Ah, ça, c'est une jouissance. Monsieur le maire.
la succession, c'est vraiment quelque chose de compliqué. D'abord parce que, quand on y réfléchit, comment on exerce bien le boulot, fait bien le job. J'ai l'habitude de dire, après tous les débats qu'on a eus sur le dégagisme ou les choses comme ça, c'est quand vous voulez refaire votre chaudière, quand vous voulez refaire votre charpente, quand vous voulez, je sais pas moi, voilà, faire un meuble, etc. Vous allez quand même prendre des gens de l'expérience, des apprentis qui ont de l'expérience. Ben, en politique, c'est un peu pareil. Qu'est-ce qu'on reproche à Macron? C'est de n'avoir jamais été maire, n'avoir jamais été président, d'avoir cette expérience charnelle qui est de toucher les gens, de voir les gens, d'être dans les fermes, pas simplement quand on est président de la République, mais d'être passé après les inondations, après les grands incendies, après les orages, les ouragans de 99 et 2009. Enfin, c'est des expériences. Moi, j'ai eu une expérience dans le privé pour créer des entreprises dans les bassins d'emploi en crise. Il est évident que j'en ai tiré une expérience assez extraordinaire. En plus, si vous faites de la politique, il faut être curieux. Moi, je suis d'une curiosité sans borne. Ce matin, on était dans un... j'ai demandé à un de mes collaborateurs de créer un petit déjeuner des idées. D'abord parce que je voulais être sûr que mes collaborateurs lisent, parce que c'est moi qui fais la revue de presse à la région. Lisent, donc on a invité un certain nombre d'amis, et chacun dit ce qu'il a lu. Et ce matin, il y avait Florence Aubenas, il y avait Hubert Védrine, il y avait Bernard Guetta, vous savez, l'ancien éditorialiste de France Inter, qui est devenu député européen et qui faisait la géopolitique. Et il y avait des collègues, et il y avait... Bon. Mais c'est cette espèce de curiosité qu'il faut avoir, curiosité... Quand vous visitez... Moi, quand je visite une entreprise, voilà, et j'en retire des choses, j'en retire de la compétence. Ça suppose beaucoup de passion, pour revenir à ce terme. Je suis aussi passionné qu'hier. Ça suppose... Il faut alimenter cette passion par de la curiosité, par des initiatives. Si vous réussissez en politique, dans la durée, c'est que vous êtes à chaque fois un pont plus loin. Un pont plus loin. C'est-à-dire, quand je veux créer l'école vétérinaire, c'est pour préparer les vétos, notamment en Limousin, de 2030. Et pour faire en sorte qu'ils prennent le relais de la stratégie de transition agroécologique que j'ai lancée. Quand, à côté d'ici, à Pellegrin, on crée un institut avec un de mes copains qui a disparu depuis, le professeur Rogojo, un institut sur le cerveau, c'est Parkinson, Alzheimer, toutes ces maladies du vieillissement, quand même. Et on a vraisemblablement le centre de recherche sur les maladies du vieillissement le plus puissant en Europe. Le plus puissant en Europe. Mais ça, moi, ça me donne une fierté immense. Je trouve ça gratifiant. Voilà, j'ai pas besoin de faire une petite phrase à BFM TV. Vous en faites quand même, hein, des petites phrases. Oh, il y en a eu quelques-unes ce soir. Bon, merci beaucoup. Alors, on retiendra donc, vous êtes candidat à Pessac aux prochaines municipales. Et à la région aussi. Et à la région aussi, donc ça c'est fait. Donc la succession... Je vais terminer avec un déambulateur. C'est pas un sujet. Merci aux étudiants qui ont été brillants, évidemment. Merci à Mazarine Pinjot et merci à tous d'avoir assisté à ce débat.